Alors, nous sommes déjà rendus à notre deuxième panel qui porte sur le dépistage préscolaire. Nous avons parlé du dépistage néonatal tout à l'heure, mais la surdité peut survenir après la naissance en raison de l'exposition au bruit. Il est donc important de faire passer un examen auditif à son enfant avant l'entrée à l'école, comme on peut également passer un examen de la vue. C'est essentiel pour favoriser l'apprentissage. Alors, je laisse maintenant la parole à Luc. Bon panel à tous. Merci. Merci, Rosalie. En effet, la surdité peut survenir après la naissance ou encore si aucun dépistage néonatal n'a été fait. L'enfant peut passer entre les mailles du système, comme ce qui est arrivé avec ma petite cocotte. Euh, donc, une fois que sa différence auditive a été prise en charge, il y a eu une grande différence au niveau de son développement. Donc, elle a été capable, elle a eu des appareils et ça a changé sa vie. Un peu comme quelqu'un qui est myope, pour des lunettes, ça change une vie. Je vais maintenant laisser la chance à nos panélistes de se présenter. On va commencer par M. Plante. Allez-y. Merci, Luc. Bonjour tout le monde. Mon nom est Maxime Plante. Je suis père de ma fille qui s'appelle Élise, qui a 7 ans, donc née en 2016 et qui a été dépistée à 2 ans et demi. Parfait, merci M. Plante. J'ai bien hâte qu'on parle de l'histoire plus approfondie de ce que vous avez vécu avec votre fille. On a parlé un peu tout à l'heure, puis je suis membre aussi du CA d'Audition Québec. On a eu le temps d'en parler un peu. Je vais laisser la chance à Mme Arbeau maintenant de se présenter. Bonjour, Annie-Claude Arbour. Je suis orthophoniste en milieu scolaire depuis 2015. Ma pratique est principalement en milieu multiculturel, multilingue, avec des familles qui sont issues d'une immigration récente. C'est le petit voyage que je vais vous faire faire aujourd'hui, donc va vous apporter avec nous pour parler, entre autres, de cette population-là et des enjeux. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui parce que le dépistage précoce est vraiment important pour moi en tant que personne et aussi en tant que professionnelle. Et puis, l'évaluation auditive est nécessaire dans ma pratique en tant qu'orthophoniste pour... on va en discuter aujourd'hui. Merci, Mme Arbeau. Votre expertise va nous apporter beaucoup aujourd'hui. Donc, Mme Touga, à votre tour. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis enseignante depuis plus de 30 ans au préscolaire dans une école de Montréal, multilingue, multiethnique, avec un indice de défavorisation élevé. Je suis aussi maman de 3 enfants, dont l'aîné a eu des difficultés auditives dans la petite enfance et j'ai moi-même aussi une perte auditive. Merci. Merci beaucoup, Mme Touga. Votre parcours et votre expérience professionnelle vont également être de mise pour cette discussion. J'aimerais revenir avec M. Plante. Tout comme moi, votre fille est née avec une différence auditive non détectée à la naissance. Parlez-nous de comment ça s'est passé, votre expérience face à ça. Combien on me laisse de temps, Luc? Ah, c'est incroyable. Euh, La peur aussi, hein, on ne sait pas où on s'en va avec tout ça. Je vais tenter d'être bref, mais si je vais de manière chronologique, là, donc ma fille est née en 2016 à Saint-Luc. Donc, il n'y a pas eu de dépistage néonatal. Elle est née de manière prématurée. On est sorti après 9 jours en néonatologie avec une pile de prescriptions puis de choses à surveiller. Le développement langagier à ce moment-là n'en était pas une. On a passé à travers différentes étapes. Évidemment, on a surveillé sa croissance, si elle s'alimentait bien, son développement moteur. On a dû aller en ergothérapie. Puis là, ont commencé les otites, puis les différentes infections, et puis les parents les attrapent aussi, on devient très fatigué. Puis là, on a dans notre pile, alors on est rendu quoi, peut-être qu'elle a 9-12 mois, là, je ne me souviens pas exactement. On a dans notre pile de prescription le test à aller faire en cabine. Ce n'est pas la priorité encore. Mais on y va. On est des gens assidus, des parents assidus. On veut le bien de notre enfant.
On se retrouve en cabine, mais avec quelque chose qui ressemble à un otite. Donc, on nous dit, ça a l'air correct, mais elle est congestionnée. Donc, ce n'est pas concluant. Revenez plus tard. Là, c'est toujours le plus tard. Hein? On fait ça une deuxième fois. Il y a peut-être 18 mois là, à peu près à l'époque. Même chose. Revenez plus tard parce qu'elle est encore congestionnée. Une troisième fois. Même chose. Donc là, on prescrit un examen sous sédation. L'examen sous sédation a lieu à 2 ans et demi. C'est à 2 ans et demi qu'on apprend là avec certitude qu'elle a une surdité. Puis là, on a passé à travers d'autres épreuves aussi. Là, il a fallu avoir de la persévérance pour faire les tests parce qu'entre-temps, il y a eu ces adénoïdes qui étaient trop chargés. Ça amenait à plus d'infections, les tubes pour les otites, 2 plagiocéphalies. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit surveiller en tant que parent, puis passer à travers tous les tests. Ça a été demandant, mais on l'a fait, puis on est content. On a eu, donc comme je disais, à 2 ans et demi, le diagnostic clair. Puis c'est là qu'on a commencé les démarches pour avoir les prothèses auditives, puis avoir le support en orthophonie puis en audiologie à l'Institut Raymond Dewar. Moi aussi, ma fille, elle a beaucoup d'otites, puis ça compliquait tous les tests, là, les mêmes choses que vous, là. Donc, ça a été vraiment compliqué, beaucoup de tubes dans les oreilles, etc. Une fois que, après 2 ans et demi, combien de temps ça a pris qu'elle soit appareillée? Parce que nous, ça a pris 6 mois dans mon cas, à moi à peu près, là, le temps de rencontrer un audiologiste, un audioprothésiste, etc. Ça a pris à peu près 6 mois. Avant que ça commence à fonctionner, là, en pratique, à peu près, oui. Je dirais que c'est probablement pas loin de 6 mois. Même si on a commencé les démarches sur le champ, ça a été relativement long avant que ça fonctionne, puis d'avoir des embouts qui étaient corrects pour ses oreilles. Bon, c'est pas quelque chose qu'elle aimait, comme enfant, se faire jouer dans les oreilles. Donc, il a fallu mettre de la pression sur le système pour que les choses arrivent le plus vite possible. Mais aussi, je dirais même juste que sur la livraison des embouts, à un moment donné, je me souviens d'avoir mis énormément de pression sur l'audioprothésiste pour dire si tu n'es pas capable d'aller chercher les moules qui sont faits à l'Ontario, je vais l'envoyer le transport. Moi, c'est pas de problème, ça va aller plus vite que votre manière de faire les choses. Puis je peux comprendre qu'il y a différents types de clientèle. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables certaines clientèles qui sont capables d'attendre 3 semaines pour avoir des embouts. Si je peux me permettre d'être un peu égocentrique, moi, je suis de la génération où je commande des Uber puis j'achète sur Amazon. Si je commande des embouts, je m'attends à ce qu'ils arrivent le lendemain. Là. Donc, c'est la réalité. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Non, mais je peux vous conter vite mon histoire, là. Nous, ça a pris à peu près 6 mois, puis il a fallu mettre de la pression sur tout le monde, un peu comme vous. On se dit que le système de santé, quand on est diagnostiqué, il nous prend en charge. Oui, on est très bien pris en charge. Par contre, les délais sont capotés comme assez longs au Québec. Nous, à un moment donné, on était tannés, on allait aux États-Unis. Quand on allait aux États-Unis, mettons, en vacances, on arrivait la première journée. Premièrement, avoir un audiologiste ou un audioprothésiste aux États-Unis, c'est dans la même journée, dans la même heure, tu as un rendez-vous. Il y a 0 problème. C'est pas comme ici, là, que ça prend des mois puis des mois. Donc, on arrive là le matin, on sort de l'avion, on appelle une clinique, on a un rendez-vous immédiatement, là. Donc, on a notre rendez-vous, ils font les prothèses. En fait, ils font le moule pour ma fille. Puis, quelques jours plus tard, ils nous appellent. Donc, on est dans la même semaine ou un petit peu dépassé. Puis, on a ces appareils là, installés et tout avec l'ordinateur et tout, comment je pourrais dire, en tout cas, bien fonctionnel. Donc, c'est dommage qu'ici, écoutez, on est tributaire du système de santé, malheureusement. Là. On paye le plus par capita ici. On a le moins de services, malheureusement. Donc, bon, je vais continuer. mais Luc, si je peux finir, parce que là, ce que j'ai dit, ça semblait un peu râleux. Là. C'est quand même le service qu'on a eu une fois que tout a bien commencé, qu'on a commencé à travailler avec l'Institut Raymond Dewar, ça a été magnifique. On a été capable de prendre Élise, qui était en bas du 5e percentile en termes de développement langagier, l'amener en haut du 16e, la rentrer dans une école qui était capable de l'aider dans une classe spécialisée. En moins d'1 an, elle a atteint une classe régulière, toujours dans cette école-là. Donc,
comme tel, comme parent, on est content du service une fois qu'on est capable de l'avoir. On est tellement humble devant la qualité des services que les professionnels ont été capables d'offrir à notre enfant si on en est hautement Oui, reconnaissant. c'est un peu ce que je disais. Une fois qu'on est dans le système, je disais, on a un système incroyable, les gens sont tellement fins et tout, mais c'est juste les délais le problématique. Donc, merci, M. Plante. Donc, il est vrai que l'accès au suivi aux tests de santé auditive ne sont pas toujours évidents, on vient d'en parler, et que cela demande beaucoup d'investissement et de temps. Et ce n'est pas juste pour les parents, là, c'est beaucoup de congés à prendre, etc. Je me tourne maintenant vers Mme Touga. Votre fils a aussi présenté des difficultés auditives durant la petite enfance. Pouvez-vous nous en parler? Oui, mon fils aussi est né légèrement prématurément à 35 semaines, mais il n'a pas eu besoin d'aller dans un incubateur ou avoir des services particuliers parce qu'il était très fort, puis il avait un bon cri. Donc, on nous a retournés chez nous, puis il entendait bien. Si on marchait sur le plancher, que ça faisait une craque, il se réveillait. Donc, on pense qu'il entendait bien à l'époque. Mais là, les otites sont arrivés, les rhumes, le nez qui coule, la garderie, tous les petits microbes. Puis j'allais consulter. Puis il disait, vous savez, madame, la première année à la garderie, vos enfants, ils attrapent tout, ils attrapent tout. Puis bon, ça ne date pas d'aujourd'hui que c'est difficile d'avoir un docteur de famille. Donc, j'allais à la clinique, un docteur, un autre docteur, un autre docteur. Et rendu à 3 ans, je consulte une otite, 2 otites. Il a fait 5 otites en 4 mois. Puis, bon, j'allais d'un docteur à l'autre. Puis le dernier, je dis toujours que c'est un Père Noël parce qu'il m'a donné un beau cadeau. Il m'a pris en charge. Il voyait bien que j'étais dépassée puis j'étais fatiguée. Et il a dit, madame, il dit, qu'est-ce que vous attendez de faire quelque chose? Il va être sourd, votre enfant. Puis là, il dit, moi, je vous prends en charge. Il dit, je vais faire quelque chose avec vous. C'était aussi le temps qu'il y avait beaucoup de grèves dans les hôpitaux. Puis, grâce à lui, j'ai eu un rendez-vous pour le faire opérer, pour avoir des tubes. Puis, il m'a expliqué qu'on le soignait toujours pour ce qu'il appelait des otites de piscine, mais qu'il y avait du jello dans son oreille moyenne, de plus en plus épais, puis que ça pouvait faire des bris. Donc, une fois qu'il y a eu les tubes, tout ce qui a pu sortir de ces oreilles-là, c'est épouvantable. Puis mon enfant ne réagissait pas au bruit fort, là. Mais à partir de là, passer l'aspirateur, il voulait sortir de la maison, il entendait tout. Mais ça lui a causé un retard de langage. Puis on a travaillé d'arrache-pied avec l'orthophoniste et l'orthopédagogue de l'école pour que ça se résorbe et qu'il soit dans des écoles, dans des classes régulières. Il y a eu d'autres troubles après. Bon, il y a eu dyslexie, d'orthographie, mais je suis quand même fière de dire qu'il a terminé son secondaire 5, puis qu'il a un métier, puis qu'il est heureux aujourd'hui. Mais ça prend des efforts, ça prend un suivi d'arrache-pied des parents pour avoir des suivis, puis de se faire bien expliquer les choses. Puis moi, je vous rapporte quelque chose d'il y a 28 ans. Donc, il n'y avait pas d'examen aussi poussé, puis on n'était juste pas au courant de tout ça, là. C'était clair, les lunettes et tout ça, mais pour les oreilles, on se dit, bon, un enfant naît, ça entend, et puis ça reste pareil pour toujours. C'est juste les personnes âgées qui ont des difficultés, mais pas du tout, là. À n'importe quel âge, ça peut arriver. Heureusement que vous avez persévéré et que vous avez rencontré le Père Noël, hein? Donc, nous allons revenir sur question de temps d'attente dans les difficultés d'accès au dépistage auditif. Mais avant, j'aimerais que Mme Arbeau nous parle de comment ça se passe dans le milieu scolaire par rapport au dépistage de la surdité. C'est une très bonne question. Ou qu'est-ce qui ne se fait pas, en fait? Dans les écoles, il n'y a pas de dépistage auditif pour la surdité. Je viens vous parler de ce que nous, on offre à l'école Barclay dans le parc Extension parce que c'est une chance. Dans notre école, on accueille les étudiants en audiologie de l'Université de Montréal sous la supervision d'audiologistes. Puis, eux pratiquent des dépistages. On fait un dépistage de l'audition ciblé, pas pour tous les enfants. Parce que, justement, premièrement, on trouve ça important de pouvoir offrir aux élèves de notre école un dépistage sur place. Puis, deuxièmement, bien, ça nous permet d'identifier des surdités qui n'auraient pas déjà été détectées.
Donc, je disais, le dépistage auditif dans les écoles, ce n'est pas une pratique qui est mise en place. Mais on espère qu'avec la journée d'aujourd'hui, puis toutes les idées qui vont être mises sur la table, qu'il y ait des initiatives pour amener des changements. Le dépistage néonatal, c'est super. Que ce soit un programme qui devienne un programme québécois qui soit disponible pour tous les enfants, mais ce n'est pas toutes les pertes auditives qui sont présentes dès la naissance. 4 à 6 % des pertes auditives vont apparaître après la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Excusez-moi, je ne parlais pas dans le micro. Donc, on a besoin tous d'être à l'affût des signes de perte, qu'un enfant peut avoir un problème d'audition. Pour nous, notre clientèle à l'école, c'est une clientèle allophone. Pour beaucoup, les enfants soit ne sont pas allés à la garderie ou sont nés dans un autre pays. Ils arrivent à l'école, puis l'école, c'est le premier endroit où on les dépiste pour un peu tout, dans le fond. Donc, les enfants qui sont issus de l'immigration ou les enfants qui sont dans des écoles ou dans des quartiers où il y a plus de diversité culturelle et linguistique, on peut penser qu'ils n'ont pas eu accès à un dépistage néonatal. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus à l'affût parce qu'on est probablement leur premier dépistage auditif. Je m'emporte avec... J'aurais envie de vous parler de ça tout le temps, mais tout ça pour dire que dans les écoles, pour l'instant, on n'a pas de dépistage auditif, mais il y a des changements. Les centres de services scolaires au Québec commencent à engager des audiologistes scolaires. Pour le dépistage à l'entrée de l'école ou? Bonne question. Alors là, les mandats de l'audiologiste scolaire sont à définir. Et puis, ce sera de voir s'il y aura un type de dépistage qui pourra être offert dans les écoles en collaboration avec l'audiologiste scolaire sous certains critères. Et puis, comme on parlait pour le dépistage néonatal, l'enjeu, c'est aussi un enjeu et technique et de ressources pour faire un dépistage auditif dans les écoles. Mais croyez-vous que ce serait nécessaire d'avoir justement un dépistage avant l'entrée scolaire? Parce que, je veux dire, le coût à la société de ne pas dépister rapidement est grave, beaucoup plus grave, je crois, que qu'est-ce que ça coûterait faire le dépistage. Donc, là, on parle du PQDSN, mais peut-être qu'il aurait faudrait travailler avec le gouvernement pour justement faire la pression. Parce que engager des audiologistes dans les écoles, ben, ça va être pour l'ensemble des 6 premières années d'école et la maternelle également. Mais je veux dire, ça prendrait quelque chose avant l'entrée scolaire, puis peut-être à mi-parcours scolaire également, là. Si je peux renchérir sur cette question-là, en effet, depuis quelques années, à ma connaissance, on s'occupe notamment dans le réseau des services de garde de la qualité éducative. Donc, il y a des programmes dans le réseau des services de garde au Québec qui est sans doute le mieux structuré au Canada, là, si on veut se comparer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait selon vous? J'adore la question. Justement, est-ce que de le faire, par exemple, un dépistage auditif en milieu scolaire, est-ce que c'est pas trop tard? Mais il n'est jamais trop tard pour parler de dépistage de la surdité, on s'entend? Mais est-ce que ça ne pourrait pas être fait avant? Bon, c'est certain que nous, en milieu scolaire, on a des classes de maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, au préscolaire, mais est-ce que ça ne pourrait pas être fait avant? Puis quand on pense à qui on doit sensibiliser, qui on doit engager pour parler de santé auditive, pour parler de dépistage auditif, ils sont où nos enfants?
pendant l'âge préscolaire. Ils sont en garderie. C'est certain qu'il faut y réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce qui est fait en garderie? Ils ont justement des bonnes pratiques éducatives, les CPE. Mais est-ce qu'on parle de l'audition? Comment on en parle? Comment on sensibilise les parents? Comment on forme les éducateurs, éducatrices en garderie pour justement reconnaître des signes de surdité, des différents types de surdité, des degrés de surdité, puis comment on outille ces intervenants-là à faire part de leurs inquiétudes, de leurs observations aux parents pour justement accompagner les familles le plus tôt possible. Puis, c'est le rôle que Céleste et moi, on a à l'école parce qu'on a un enjeu où nos familles ne sont pas allées en garderie. Nos familles sont nouvellement arrivées au Québec. Mais pour la situation de beaucoup de gens ici, peut-être que vous êtes dans des milieux où vos enfants fréquentent la garderie au quotidien. Donc, qui est avec vos enfants? Les éducateurs, les directeurs de garderie, de CPE, de milieu de garde en milieu familial et tous les acteurs du milieu préscolaire. Est-ce que pour dépister, Ouais. je vous donne l'exemple que j'ai vu à Sainte-Justine avec ma deuxième fille. Là, elle a eu le dépistage néonatal. Donc, 2 professionnels de la santé sont arrivés dans la chambre après sa naissance avec un appareil qui ressemblait à un Game Boy. Puis, ils ont branché des électrodes, j'imagine, sur elle. Ça a pris quelques couple de dizaines de secondes, pas beaucoup de temps, il me semble. Puis, on nous a dit, tout a l'air beau. Vous pouvez dormir en paix. Est-ce que pour le préscolaire, la même technologie pourrait être disponible ou si c'est seulement par des interactions puis du comportemental qu'un éducateur, par exemple, peut détecter la surdité? Puis là, on parle d'un professionnel de la santé formé pour faire un dépistage auditif. Habituellement, dans l'âge préscolaire, le dépistage auditif est fait justement, comme vous expliquiez, par du comportemental, puis de la réponse à « j'entends les bruits qui me sont envoyés dans des écouteurs ». Habituellement, c'est comme ça que c'est fait. Pour le système de dépistage néonatal, là, où on met des écouteurs dans les oreilles, je ne sais pas c'est jusqu'à quel âge. Je regarde mon audiologiste qui me fait signe que non, ce n'est pas une pratique qui est faite pour les enfants plus tard. Là. Ah, tu veux dire que oui. Merci, Roxane. Peut-être qu'on y reviendra dans la période de questions. Ben, moi, je voudrais revenir au CPE. On a la chance au Québec d'avoir des CPE qui prennent en charge à peu près l'ensemble de nos enfants là, au Québec. Je pense qu'on est chanceux d'avoir ça au Québec face aux autres provinces et États américains. Donc, ça serait probablement, comme vous l'avez dit, la place à diagnostiquer là, qui serait l'idéal. Peut-être, on dit, bon, ben, à 4 ans avant d'arriver à l'école ou à 3 ans, ben, on fait un test à tous pas les élèves, mais les enfants en CPE. Là. Donc, ce serait intéressant. Quels sont les signes précurseurs pouvant être identifiés par l'enseignant ou l'éducateur qui est communiqué aux parents, par exemple, pour vous deux, là, par exemple? Souvent, ça commence par un enfant qui ne répond pas à son nom. En septembre, quand les enfants arrivent, ben, il y a toujours une période d'adaptation. Il y a des enfants qui arrivent de la maison, il y a des enfants qui ont été dans des services de garde avant. Donc, il y a une petite période d'adaptation. Mais un enfant qui ne réagit pas à son nom, je vais tout de suite dire aux parents, est-ce que c'est le nom que vous utilisez à la maison? Céleste, peux-tu approcher le micro un petit peu? Je vais demander aux parents si c'est le nom qu'ils utilisent. Si ce n'est pas le nom qu'ils utilisent, ben, je vais creuser. Si c'est le nom qu'ils utilisent, je vais creuser. Puis, il y a toutes sortes de signes. Un enfant qui va souvent nous demander de répéter une question, qui va nous dire quoi, ou que lorsqu'on parle, ben, il ne va pas répondre nécessairement correctement à la question qu'on va lui poser parce qu'il n'a peut-être pas tout saisi les mots
ou les sons qu'on a dit. C'est des enfants, des fois, qui ne comprennent pas les consignes ou qui réagissent différemment ou pas comme on entend qu'ils réagissent. Des enfants qui sont sensibles au son, qui peuvent se mettre les mains sur les oreilles quand il y a du son dans les classes, des enfants qui parlent fort, des enfants, au contraire, qui vont parler très faiblement parce qu'ils ne s'entendent pas eux-mêmes parler. Des difficultés de prononciation, des difficultés de conscience phono. Donc, on va vraiment creuser là-dedans. Puis ça va être un des premiers éléments qu'on va chercher. Est-ce que l'enfant entend bien? Donc, on va aussi poser des questions aux parents, comment ça se passe à la maison, dans un autre univers, parce qu'on sait qu'une classe de maternelle, c'est bruyant. Puis, dans les cas où on peut se questionner, bien, il faut faire une requête au service scolaire pour avoir accès à un audiologiste ou on va demander aux parents si c'est possible d'aller dans le système public et de chercher à savoir s'il y a une difficulté auditive. Puis quand vous l'annoncez, comment ça fonctionne que le parent sait? Ça passe par la directrice ou c'est direct? Bien, il y a des réunions de parents quelques fois par année où je convoque le parent. Puis je lui dis que j'ai noté des difficultés d'apprentissage de son enfant ou des difficultés aussi de socialisation parce que quelqu'un qui n'entend pas bien, bien, il se désengage de la conversation, il peut s'isoler ou pas bien se faire comprendre des autres ou pas comprendre ce que les autres attendent de lui. Et je vais expliquer aux parents que j'ai noté des choses et qu'on est dans la recherche de difficultés pour trouver des solutions pour aider leur enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une façon d'aborder les problèmes avec les parents et de les épauler aussi dans cette recherche-là. Donc, habituellement, quand c'est bien amené, puis quand on dit c'est surtout pour le bien de l'enfant et d'essayer d'attraper la difficulté pendant qu'elle est tout petite pour qu'il y ait le moins de retard possible. Alors, habituellement, les parents collaborent. C'est sûr que ça peut prendre un petit peu de temps parce que, comme n'importe quoi, il faut digérer l'information et il y a toutes sortes de façons d'accepter une nouvelle. Donc, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Des fois, les parents me reviennent et me disent « Ah, ben c'est vrai, à la maison, la télévision est tellement forte. Ah, ben c'est vrai, quand j'y parle, il faut que je me mette en face de lui. Ah, c'est vrai, quand j'y parle, ben des fois, il faut que j'y répète plusieurs fois. » Donc, c'est comme semer une graine pour que le parent se rende compte aussi par lui-même qu'à la maison, il y a des difficultés qu'il n'avait pas notées parce qu'on les comprend, nos enfants. On les a depuis qu'ils sont petits, puis on s'est habitué à leur façon de communiquer, puis on ne les voit pas. Des fois, il faut que ça vienne de l'extérieur pour prendre un pas de recul et dire « Ben oui, regardons ça. » Ça vient de l'école généralement parce que nos amis, nos connaissances, souvent, ils ont peur de nous le dire. C'est comme, des fois, il y a un enfant autiste, un de mes amis, on avait peur de dire qu'il y avait des voyants, comment choisir, on voyait qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas évident toujours. Ben, souvent, comme parent, on dit « Ben non, il me semble qu'il comprend bien, c'est parce que tu n'es pas habitué à lui. » Moi, au début, il y a des gens qui disent « Ah, c'est drôle, ton gars, on dirait qu'il parle allemand. » Ah, c'était bien drôle. Mais je dis « Ben non, regarde, il veut de l'eau, il veut des biscuits, il veut telle affaire. » Puis ma grand-mère le comprenait, le grand-père. On s'était tous habitués à lui, puis c'était le premier de la famille. Donc, on ne s'en est pas rendu compte. Les autres, on les avait à l'œil, mais souvent, il faut que ça vienne de l'extérieur, sans un lien émotionnel, des fois. Exactement, c'est ça. Puis là, ça passe un petit peu mieux. Puis quand ça vient de l'extérieur, on se dit, ben, regardons, je vais investiguer un petit peu plus profondément, moi aussi. Moi, j'ai une expérience, ben, vous voyez, là, je ne suis pas malentendant, mais j'ai une expérience dans ma vie que j'ai été malentendant pendant un certain temps. C'est quand mes parents se sont divorcés. Donc, j'ai eu un choc émotionnel vraiment grand. Puis, j'étais autour de en fait, c'était à la maternelle. Quand j'ai rentré à la maternelle, j'ai été dans une école de malentendants parce que je ne parlais pas, je ne réagissais pas du tout, du tout. Fait que ça s'est résorbé par la suite, là, mais juste un petit exemple que des fois, il y a d'autres choses qui peuvent causer des problèmes de surdité et tout. Donc, on a parlé comment mieux informer les parents. Oui. Je dirais aussi, il y a tout un travail au niveau du corps enseignant
parce que juste avant de venir ici, on avait appris qu'on aurait des dépistages à notre école. Puis les gens venaient me voir et disaient, mais lesquels on choisit dans la classe? Comment on fait pour savoir lequel aurait besoin d'un test auditif? Puis là, on a eu toute une discussion, puis bon, j'ai parlé un petit peu de ce que j'avais trouvé là-dessus, mais on n'est pas formé, il n'y a pas beaucoup d'informations, à moins de chercher. Les enseignants réguliers, bon, ils ont toutes sortes de choses à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va d'emblée rechercher comme problème ou comme difficulté. On va dire, ah, tiens, c'est parce que cet enfant-là, il entend mal qu'il y a telle difficulté. On va souvent aller vers autre chose. Donc, il y aurait tout un travail d'information aussi au niveau des enseignants. Puis j'imagine, des fois, on pense que des élèves sont TDAH ou peu importe, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ont des troubles de surdité, puis ça évolue d'une certaine façon parce qu'ils cachent ce trouble-là, là, j'imagine. Puis c'est ça, puis souvent, ils compensent C'est ça. ce problème-là, ben, ils ont grandi avec, puis ils se sont trouvés des béquilles, puis toutes sortes de compensations pour être capables de fonctionner, puis d'être acceptés. C'est très important aussi pour ces enfants-là, puis souvent des sourires, Ouais. puis des oui, puis ben non, ils n'ont rien compris, là. Ben, je Donc, l'ai c'est vécu important. beaucoup avec ma fille. Ma fille a déjoué tous les tests d'audition là, jusqu'à ses 3 ans parce qu'elle était hyper brillante. Puis j'ai 3 enfants. Heureusement que ça a tombé sur elle comparativement à mes 2 autres qui auraient eu plus de difficultés par la suite. Puis elle les déjouait. Là, donc elle disait oui, oui. Puis aux bonnes réponses, Colin, parce que c'est des tests en milieu fermé, là, dans une bulle. Et puis, elle déjouait tous les tests. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'on réussisse. Dans les milieux communautaires, qui peut soutenir les écoles pour sensibiliser les familles à la santé auditive? Est-ce qu'il y a des ressources? Peut-être, Oui, puis je pense que c'est un point qui a été soulevé par Louise tout à l'heure, si je ne me trompe pas, Louise. Les organismes communautaires. Quand je disais qui est le plus en contact avec les enfants, on parlait des éducateurs en garderie, des enseignants dans les écoles. Mais qui est le plus en contact avec les parents, avec les mamans, avec les parents de jeunes enfants? Puis les organismes communautaires, ils donnent des services à nos familles. Puis on peut penser que c'est les familles qui sont peut-être les plus vulnérables ou peut-être des familles qui vont être moins en mesure de se mobiliser elles-mêmes pour aller, par exemple, faire évaluer l'audition d'un enfant s'ils ont des soupçons. Les organismes communautaires, ça varie d'un quartier à l'autre. Il faut connaître vos organismes communautaires qui œuvrent dans vos villes, dans vos quartiers, pour savoir lesquels peuvent nous soutenir. Les maisons des familles, par exemple, dans les villes et villages. Dans Parc Extension, à Montréal, on peut penser à plusieurs organismes communautaires qui peuvent nous soutenir les familles, informer les familles. Il y a un organisme communautaire, par exemple, qui s'appelle la Maison Bleue, qui est présent dans Parc Extension, aussi dans Saint-Michel, qui donne des services aux mamans enceintes et à leurs enfants jusqu'à l'entrée à l'école. Donc, vraiment, les parents ont les pieds dans la porte des organismes communautaires. C'est vraiment un bon point de départ. C'est vraiment des alliés qu'il faut aller chercher. Si on doit aller sensibiliser des personnes pour justement créer des partenariats, créer ce que j'appelle des agents multiplicateurs. Si un agent multiplicateur, si on a une problématique quelconque, qui est important pour nous, c'est de former des gens qui vont aller porter le même message que nous dans notre communauté. Je parle beaucoup de Parc Extension, mais on a des agents multiplicateurs dans Parc Extension. Ce sont des personnes qui parlent les langues de nos communautés culturelles. Quand on parle de... J'aimais beaucoup la phrase de Madame de Lakepa tout à l'heure. Pour sensibiliser, il faut informer. Mais pour informer, il faut se comprendre. Puis pour rejoindre les communautés
avec lesquels on travaille, il faut se comprendre, mais dans diverses langues. Donc, on a besoin justement d'agents multiplicateurs, de personnes qui vont porter nos messages, mais qui parlent les langues des personnes avec qui on veut discuter. Donc, les organismes communautaires, je suis certaine qu'ils sont là justement pour répondre aux besoins des familles. Il suffit qu'elles aussi soient bien informées pour pouvoir diffuser le message qu'on veut diffuser, tant au niveau de quels sont les signes de surdité dans l'enfance, mais aussi, on n'a pas encore abordé beaucoup, mais quels sont mais on parle de santé auditive, l'impact du bruit sur la santé auditive. Je pense qu'il faut vraiment en entendre parler plus. Il faut créer des outils de diffusion qui vont pouvoir servir le communautaire. Vous travaillez beaucoup avec des élèves avec beaucoup de différents langages. Ça doit être, oui, c'est ça. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est pas évident que quelqu'un qui arrive, exemple, un enfant de l'Ukraine, ces temps-ci, on en parle beaucoup, qui arrive, mais qui n'a aucune notion de la langue française. Donc, dans une classe, par exemple, c'est difficile, c'est en français, puis l'étudiant ne peut pas réagir parce que, bien évidemment, elle ne comprend pas. Mais ça aussi, c'est une difficulté pour savoir si elle a des problèmes de surdité ou pas. Est-ce que, par exemple, vous faites plus attention à ces étudiants particuliers-là pour voir s'ils ont une problématique de surdité ou de malentendance? J'adore votre question. On a beaucoup de classes d'accueil à Montréal. Il faut toujours se demander, ils sont où nos points d'entrée? Par où les enfants nous arrivent? Oui, ils naissent ici, ils font leur vie ici, ils vont dans les CPE, mais par où arrivent les autres enfants, les classes d'accueil? Puis on en a à l'école Barclay, justement. C'est important. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui pourraient être en jeu, mais c'est important de considérer qu'une surdité pourrait être présente et pourrait ne pas avoir été prise en charge dans le pays d'origine. C'est certain que les enseignants dans les classes d'accueil sont formés pour des différents enjeux qui viennent avec un parcours migratoire, qu'on peut s'imaginer, parcours migratoire qui aurait pu être difficile, enfants qui auraient vécu la guerre, enfants qui arrivent avec des traumas, par exemple. Donc, on pourrait dire, on lui laisse du temps, peut-être qu'il y a un trauma, mais si on a des inquiétudes sur le développement d'un enfant, il ne faut surtout pas écarter toutes les possibilités. Donc, un dépistage auditif ciblé pour certains enfants dans les écoles qui ont des classes d'accueil. Il faut avoir de la place, pas seulement pour tester les enfants du préscolaire parce que c'est les plus petits, mais aussi faire une place pour ces enfants-là pour lesquels on est, encore une fois, la première porte, on est la première ligne, disons. Puis, Madame Arbeau, Madame Touga, comment vous voyez, comment ça fonctionne les orthophonistes aux écoles primaires et secondaires au niveau public et privé? Parce que moi, j'ai vécu les deux. Puis, on dit qu'on a des ressources, mais les ressources sont rares et dans le cas de ma fille, c'était une fois par 3 semaines, 4 semaines, avoir une orthophoniste 1 heure à l'école. Donc, ça ne pouvait pas avancer si on n'avait pas été en privé, nous, de notre côté, le soir et les fins de semaine, on n'aurait pas avancé aussi rapidement. Comment voyez-vous ça? Comment ça fonctionne? Personnellement, pour mon fils, quand il est rentré à la maternelle, bon, j'étais en congé de maternité, donc j'allais à l'école assister à la période avec mon fils. On était sur la rive sud, donc on avait des petits devoirs à faire à la maison. C'est pour ça que la période d'orthophonie a été vraiment bénéfique parce que c'était répété souvent. Donc, 1 heure par semaine à l'école. Par semaine? Et moi, ben, je répétais tout ça tous les jours à la maison. En tant qu'enseignante,
j'ai la chance d'avoir une école où il y a beaucoup de services à cause de l'indice de défavorisation. Donc, on a 2 orthophonistes à l'école. Pour combien d'élèves? Euh, Environ 650. ouais. Il faut dire que notre école, c'est majoritairement des enfants allophones qui sont nés ici, mais qui viennent d'ailleurs aussi. Donc, ils sont dits des francophones. Ben, c'est des francophones d'ailleurs souvent. Donc, on a une orthophoniste qui fait des activités d'éveil dans notre classe 1 fois par semaine, 1 heure, de septembre à décembre. Et elle cible des enfants. Elle fait un dépistage au niveau de tout le groupe. Puis, plus ça avance, plus ces interventions sont ciblées vers un enfant. Et à partir de janvier, elle fait des petits groupes d'enfants avec des difficultés semblables, parce que nous, à notre école, on a 4 classes de maternelle 5 ans. Donc, elle fait des petits groupes avec ces enfants-là, avec des objectifs précis, ce qui fait que ces enfants-là vont discuter ensemble et vont travailler le même objectif et ça se passe bien. Les parents sont plus ou moins Impliqués. c'est ça, impliqués du fait qu'on travaille en français. Et souvent, les parents ne parlent pas français. Le français, ça peut être leur 2e, 3e, 4e langue. Et comme j'en parlais avec Annie-Claude, l'acquisition des sons est différente d'une langue à l'autre. Donc, un son peut être acquis dans une langue et beaucoup plus tard dans l'autre. Donc, il faut vérifier si l'enfant peut les dire, ces sons-là, parce que souvent, on va y aller aussi par le langage. Est-ce que l'enfant est capable de répéter ou c'est parce qu'il n'est pas encore rendu là? Donc, l'orthophoniste, elle vérifie tout ça, puis elle travaille avec ces enfants-là. Puis, elle peut aussi voir si son travail mène à quelque chose ou vraiment, l'enfant n'entend pas. Donc, elle pourrait aller vers un test d'audition. Est-ce qu'il y a des one-on-one, donc un enfant avec l'orthophoniste, des périodes, parce qu'avec 2 orthophonistes, c'est pas Ça va évident. dépendre de la difficulté, puis ça va dépendre aussi de l'enfant, parce que des fois, il peut y avoir des troubles associés. Des fois, il y a des chimies qui fonctionnent moins bien entre les enfants, mais ça pourrait être 2 enfants de ma classe, un enfant de ma classe avec un enfant d'une autre classe. Des fois, c'est des groupes de 2, des dyades, des fois 4 enfants, des fois seulement 1. Donc, elle va faire son horaire en fonction de ça et du temps qu'elle a dans l'école. Parce que moi, mon expérience avec les commissions scolaires de la Rive-Sud, c'est qu'ils n'ont pas assez d'orthophonistes pour. Puis avoir un one-on-one avec un élève qui a de la misère, c'est comme 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois dans la majorité des écoles de la Rive-Sud. Donc, ça fait que les troubles de langage, etc., je ne parle pas juste de ceux de malentendants, mais il y en a qui ont des troubles de langage, dyslexiques, peu importe. Donc, ça cause des problèmes à l'enfant, donc, vu qu'ils ne sont pas pris en charge. C'est ça, ça dépend des écoles. Nous, on met beaucoup de budget de l'école dans les services, ce qui nous a permis d'en avoir 2 à l'école, pas tout à fait à temps plein, mais quand même 2 qui offrent un service au préscolaire et au primaire aussi. Donc, il y a un suivi avec les enfants, puis on voit vraiment là, une différence. Moi, oui, c'est le jour et la nuit qui sont pris en charge. Oui, ça fait vraiment une différence, puis c'est pas juste du saupoudrage de service, là. Dans ce cas-là, c'est vraiment... Madame Margot, pour... J'allais dire merci, Céleste, pour la visibilité que tu donnes à nos services en orthophonie. Monsieur Plante, de votre côté, comment ça se passe avec votre enfant à l'école? Est-ce qu'il y a de l'orthophonie? Est-ce qu'il y a un suivi? Présentement, Élise est à l'école Saint-Enfant-Jésus sur le plateau, donc une école qui a la vocation régionale pour les personnes malentendantes. Je pense que je peux dire oraliste, là. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va très bien. On est vraiment choyés, heureux, puis à chaque fois que ma conjointe et moi, on rencontre le personnel scolaire, on leur exprime notre reconnaissance pour ce qu'ils font. Parce que c'est une école dédiée aux malentendants. Elle n'est pas dédiée aux malentendants. Donc, c'est pour les malentendants, mais il y a des classes régulières aussi.
Puis Ah, ma OK. fille est maintenant dans une classe régulière de première année. Là, OK, c'est le début du parcours scolaire. S'il y a quelqu'un qui connaît le truc pour que ma plus jeune puisse y aller aussi, vous me le direz, s'il vous plaît, on aimerait vraiment ça. Euh, Le mais libre choix. ouais, mais je cherche plus solide que ça. Mais non, c'est une superbe école. On espère qu'elle va pouvoir poursuivre son parcours scolaire dans cette école-là parce que les services sont fantastiques. Est-ce qu'elle apprend le LPC ou Non. non? Ils en font un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'ils ramènent à la maison. C'est pas quelque chose dont on nous parle aux parents. Donc, Moi, pour vous donner une idée, ma fille a commencé à l'école Saint-Jude à Longueuil, qui dessert tout la Montérégie au complet. Donc, on avait des enfants qui prenaient plus d'1 heure et demie matin et soir d'autobus à venir à l'école. Donc, c'était déjà, on trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'écoles réparties à travers le territoire. Le Québec est un grand territoire, malheureusement. Mais elle a commencé à l'école à 4 ans. En fait, à 3 ans. Ma fille a commencé l'école à 3 ans. Donc, elle est née en début septembre. Donc, le début des classes était après sa fête de 4 ans. Puis, elle a commencé là-bas. Il apprenait le LPC. Donc, elle a été là 2 ans. Avec comment je pourrais dire, le processus d'apprentissage qu'elle avait, je trouvais qu'elle pouvait, on trouvait, moi puis ma femme, qu'on pouvait la mettre dans une école régulière, ce qu'on a fait, malgré que le directeur de l'école disait que c'était pas bon pour elle, malgré son enseignante ainsi que l'orthophoniste de l'école, l'audiologiste plutôt de l'école. Euh, donc, on l'a changé, puis ça a été bénéfique. Mais toi, ce n'est pas une école exprès pour ça. C'est mélangé un peu. présentement, c'est mélangé, mais il y a des classes qui sont absolument des classes spécialisées pour les enfants avec une surdité. Sont combien par classe à peu près? Dans les classes spécialisées, Oui, c'est ça. j'ai connu seulement que la maternelle, là, c'était 6. C'est environ 7 enfants par 6, classe. 7, ouais. Mais je comprends, Luc, qu'on a eu parce qu'on en a déjà parlé, là, Oui, on a eu des expériences peut-être opposées, hein, autant particulièrement du côté scolaire, puis la mienne n'est qu'en première année. On est enchantés jusqu'à maintenant. Ton côté, ça avait été un peu plus challengeant. Oui, On voit que l'expérience n'est pas pareille partout à travers la province. Puis, ce n'est pas nécessairement pareil pour tous les parents qui fréquentent même l'école Saint-Enfant-Jésus. On en parlait tout à l'heure avant que ça commence. Nous, on est chanceux. On est à 6 minutes de l'école. Donc, c'est pas beaucoup de travail aller et revenir de l'école. Pour ma fille Élise, quand elle revient à la maison, elle n'est pas trop fatiguée. Il y a un enfant qui est avec elle dans l'autobus scolaire. Il fait quelque chose comme, je pense, 60-90 minutes d'autobus le matin. La même chose le soir. Quand il revient à la maison pour faire les devoirs, là, il doit être fatigué, pas à peu près, ce petit bonhomme-là. Donc, tout le monde n'a pas la même expérience. Ben, merci à vous trois pour cette belle discussion. Elle nous a permis d'en apprendre davantage sur l'importance du dépistage avant l'entrée à l'école et d'élaborer des pistes de solutions pour assurer un meilleur accès aux soins de santé auditive. Maintenant, j'espère aussi que le public a aimé la discussion. Il est maintenant temps de passer à la période de questions. Il y a un micro dans la salle. En fait, il y en a 2. Je vous invite à venir au micro, poser des questions aux panélistes. Puis nous allons aussi sur le Zoom, là, ceux qui ont des questions sur le Zoom, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Bonjour, je suis Emmanuelle Lambert, audiologiste à l'Hôpital de Montréal pour enfants. J'ai peut-être 2 pistes de réflexion, commentaires par rapport à ce que vous avez apporté. La première, c'est M. Poirier, M. Plante, vous avez parlé beaucoup de délais pour accéder aux services. Une fois qu'on est pris en charge, ça va bien, mais arriver là, c'est ardu, c'est long. Puis je voulais souligner un petit peu le Agirto, qui aurait pu être une belle porte d'entrée pour ce dépistage-là auditif ou pour faciliter l'accès à l'évaluation audiologique.
Puis malheureusement, les audiologistes n'ont pas été inclus dans ce programme-là, Agirto. Moi, je vais le vivre avec mon enfant bientôt à 18 mois. Je vais avoir l'abécédaire au CLSC, puis il va y avoir des questionnaires, tout ça, mais ça ne génère pas de référence en audiologie. Il n'y a pas personne au CLSC qui est audiologiste non plus. Fait qu'il y a eu peut-être, il y avait une petite ouverture à cet endroit-là qui a peut-être été manquée. Puis en échange, ce que ça crée, c'est beaucoup de références sur les hôpitaux pédiatriques pour faire ces évaluations-là, des hôpitaux qu'on a déjà des listes d'attente significatives. Donc voilà, peut-être que ça, c'était une opportunité ou ça en sera une pour inclure un petit dépistage auditif qui est un beau moment entre le PQDSN puis la rentrée scolaire. Puis mon deuxième commentaire était un peu aussi à l'effet qu'un dépistage, par définition, ça ne diagnostique pas un problème. Ça attrape, ça lève un drapeau, mais ensuite, il faut continuer. Il faut chercher le problème, puis il faut prendre en charge. Donc, c'est une belle idée là, de dépister tout ça, mais ensuite, qui va continuer le diagnostic? Il faut un audiologiste, il faut un ORL, il faut les centres de réadaptation qui sont prêts à recevoir tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment une belle première étape, mais il faut aussi continuer à développer les deuxième et troisième étapes qui vont aider ces enfants-là. Puis ça va être aussi au milieu scolaire d'avoir les ressources pour continuer, puis tout ça. Donc, voilà, c'était mes 2 commentaires. Ben, merci beaucoup. Dans notre cas, nous, moi puis ma femme, on voulait savoir, justement, le drapeau était élevé, on le savait autour de 3 ans, mais on voulait savoir pourquoi, qu'est-ce qui était arrivé. Puis ma femme, elle se sentait mal là, de ça. Puis finalement, on a été en génétique, puis on a compris qu'on avait une chance sur 3 d'avoir un enfant sourd, malentendant. On a eu 2 enfants, on a un sur 2 qui est correct. Donc oui, il faut continuer, on n'a pas le choix. Puis c'est pour ça que moi puis Maxime, puis on travaille fort avec nos enfants pour leur donner, en fait, on leur donne le meilleur qu'on peut. Puis les outils, autant, même s'ils n'étaient pas sourds, on donnerait les meilleurs outils à nos enfants pareil. Je peux réagir. Est-ce que je peux demander à la blague, Agirto, est-ce que c'est une application pour iPhone? Ça serait peut-être Comment on entre là-dedans, justement? Parce que tant mieux s'il y a quelque chose qui existe, puis il y a des choses qui existent. Ce que je trouve intéressant dans le milieu de la santé, c'est que pour à peu près tous les patients, il y a je crois qu'on appelle ça des trajectoires, là. Les professionnels de la santé appellent ça des parcours ou des trajectoires. Moi, je travaille en numérique, on appelle ça des parcours clients, par exemple. Donc, tous ces parcours-là existent, mais c'est extrêmement opaque pour le patient ou les parents. On ne sait pas quel parcours on doit prendre. Donc, d'exposer ce parcours-là aux parents, ça rendrait les choses tellement plus claires. Puis même s'il y a des attentes, au moins, on saurait c'est quoi le chemin, c'est quoi la destination. Agirto, c'est nouveau. C'est un nouveau programme qui vise à diagnostiquer les enfants plus rapidement, autant au niveau du langage, de l'autisme, toutes les problématiques développementales. Pour pas justement qu'on se ramasse avec des enfants qui arrivent à l'école puis qu'il n'y a comme aucune démarche qui est entamée, puis après ça, tout le monde s'envoie un petit peu la balle pour qui va prendre en charge les problématiques. C'est assez récent, puis je pense que le but, c'est que ce soit justement un petit peu plus universel et compréhensible pour la population générale, mais c'est encore jeune, puis oui, peut-être que ça gagnerait à être un petit peu plus transparent. Pour tout, merci. Oui, mais j'ai lu un petit peu sur, en fait, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec qui a émis des recommandations par rapport à Agirto aussi, parce que de ce que je comprends, c'est plutôt des infirmières qui vont faire par entrevue et le questionnaire à l'abécédaire de 18 mois avec le parent. Mais les questions en lien avec l'audition sont plus aussi en lien avec le développement langagier. Donc, il y a peut-être certaines surdités un peu moins importantes ou unilatérales qui seraient peut-être moins détectées avec ce questionnaire-là. Donc, il y a des recommandations qui ont été émises par l'OOAQ en lien avec Agirto en janvier 2022. Voilà, c'est tout. Oui, allez-y. Bonjour, Paul-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes audiologistes. Merci tout d'abord pour vos réflexions importantes qui nous montrent bien que l'audition, ça reste un jalon extrêmement important du développement de l'enfant.
Et je pense qu'il faut le répéter, 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 informer, sensibiliser, parler. Tout au long de la petite enfance, jusqu'à l'âge scolaire, bien sûr, mais tout au long de la petite enfance. On a parlé beaucoup du PQDSM tantôt. Moi, je veux juste rappeler avec Claire Moussel de l'AKEPA, on a fait des représentations, puis Claire me disait à un moment donné, j'ai demandé à un établissement pourquoi vous n'avez pas le PQDSM? Et ils ont dit, ben parce qu'on a Agirto, on n'en a pas besoin. Et après ça, on a demandé à un autre établissement, pourquoi vous n'avez pas d'audiologiste à Agirto? Ben parce qu'on a le PQDSM. Fait que ça, c'est des gestionnaires, des personnes dans le système de santé qui ne comprennent pas que l'audition, c'est tout le long de la vie qu'elle est à surveiller. Et c'est hallucinant quand on pense à ça dans le système. Donc, ça, c'est ma première réflexion. Je rêve qu'on voit les problèmes auditifs au même titre, qui est la deuxième déficience physique la plus importante au Québec, qu'on la voit au même titre que la déficience visuelle, au même titre que la santé bucco-dentaire, parce que ça, hein, nos enfants, ils l'ont gratuitement, les évaluations, etc. Pour en revenir au dépistage, je ne veux pas répéter ce que ma collègue a dit parce qu'elle avait bien raison. Agirto est là, mais moi, je vais revenir au dépistage, au fameux dépistage. Je pense qu'il faut démystifier la différence entre un dépistage et une évaluation, ce qu'elle a bien dit. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'agace quand je vous entends, messieurs, dans vos expériences, c'est qu'on met en place des dépistages, mais on ne met pas en place la suite des choses après le dépistage. Et là, on crée un deuxième problème, et c'est le cas pour Agirto, c'est qu'on a beau parler de la culpabilité des parents qui ne se sont pas aperçus, mais on peut aussi parler de l'anxiété des parents qui sont en attente d'une évaluation de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre ce qui est en train de se passer parce que mon enfant a été dépisté comme étant à haut risque. Je vous invite la semaine prochaine, bientôt, Marie-Ève Cousineau du Devoir a été chercher les données pour Agirto. Elle a communiqué avec moi. Je vous le dis, au Québec, pour voir un audiologiste en évaluation, c'est de 3 à 18 mois d'attente après avoir été dépisté à Agirto. Et elle m'a demandé la question, c'est quoi le temps d'attente qui serait raisonnable? J'ai dit 0. C'est ça qui est raisonnable. Parce que la réalité, c'est que vous venez de dire aux parents qu'il a peut-être une surdité. Moi, j'ai 4 enfants, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas malentendants, ils n'ont pas une surdité, rien. Mais si je pensais que peut-être je défoncerais toutes les portes possibles. Mais, et je peux comprendre ce que vous avez vécu par rapport à ça. Donc, grande réflexion à avoir autour du dépistage, mais ce qu'on a en place pour soutenir ce dépistage-là. Merci. Merci. Vous avez bien compris. Vas-y, Céleste. Pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, moi, je travaille à la maternelle, puis Annie-Claude le sait, je milite pour le dépistage précoce. Je frappe à toutes les portes, j'essaie de les défoncer. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'audition, mais je travaille aussi pour les services après et je frappe à toutes les portes. Je défonce toutes les portes. Ma directrice n'est plus capable de m'entendre des fois. Puis elle me dit, il n'y a pas juste toi dans l'école. Je dis, oui, mais ce sont tous mes enfants. Et des fois, bon, il y a des problèmes administratifs, mais c'est difficile de faire comprendre que plus on prend une difficulté tôt, plus on pourrait réussir à aider, résorber, pallier. Et plus on attend, plus cet enfant-là est en souffrance, puis plus cet enfant-là va faire des parcours différents, s'isoler. Et comme vous dites, on est pris dans un système, il n'y en a peut-être pas assez d'argent, ou il y a assez d'argent, pas assez de personnes, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on dit c'est quoi le problème, c'est un parcours du combattant de réussir à poursuivre notre chemin. Merci.
On va prendre une dernière question, puis après ça, on va terminer. Mais dans le fond, je peux peut-être inviter ma collègue Roxane à me rejoindre. Moi, je m'appelle Kim Foisy, je suis audiologiste. Et Roxane, Moi, c'est Roxane Duguay, je suis aussi audiologiste. on a quand même une bonne nouvelle à vous apporter parce qu'on vient d'être engagés toutes les deux à temps plein dans des commissions scolaires à Montréal. Donc, on est, il y a déjà des audiologistes qui vont offrir des services dans les écoles au Québec, que ce soit par contrat ou que ce soit spontanément à droite à gauche. Mais c'est comme très récent là, qu'il y a des audiologistes qui sont engagés par les commissions scolaires. Donc, moi, c'est la commission scolaire de Marguerite Bourgeois, la commission scolaire de Montréal. Et là, c'est sûr qu'on est en train de définir un peu le mandat. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas être divisé en, en 70 000 élèves, comme c'est le cas du nombre d'élèves qui est dans la commission scolaire pour laquelle je travaille. Mais ça va être de justement continuer dans la poursuite du dépistage, des évaluations, de la prise en charge pour les enfants qui ont ou n'ont pas des surdités, pour les identifier, pour leur offrir plus de services finalement, pour faire de la prévention, pour renseigner les enseignants ou pour leur donner plus de support par rapport à toutes sortes de choses, là, que ce soit la surdité, l'acoustique dans les classes, le trouble du traitement auditif. Il y a un gros travail à faire, mais c'est ça. Ça s'en vient, il faut qu'on le place, il faut qu'on le mette solidement avant de pouvoir comme, occuper le poste, mais éventuellement, j'espère qu'il va y avoir des audiologistes comme plus que juste un par commission scolaire, mais par école aussi éventuellement. Un peu comme on l'a pour les orthophonistes ou pour les ergothérapeutes depuis une quinzaine d'années. Bien, merci beaucoup. On a besoin de vous. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'était super complet. Je voulais dire que dans nos écoles, surtout à Montréal, on a beaucoup de familles défavorisées. Puis je pense qu'ils n'ont pas eu le luxe que vous avez d'être militant puis d'être capable d'aller chercher les services qu'ils ont besoin. C'est souvent un problème qu'on va rencontrer que, justement, on peut peut-être aider dans les écoles, que les parents sont difficilement mobilisables. Oui, ils n'y arrivent pas, ils travaillent de soir, ils partagent des chiffres avec les enfants. Ils ne sont pas nécessairement capables d'aller chercher les services au privé, par exemple. Oui. C'est quand même compliqué aussi, nos services, là, que ce soit public, privé, où est-ce qu'on doit aller, qui qu'on doit consulter, de quelle façon je peux me rendre jusqu'à ce service-là. Fait que ce serait, ça fait partie de notre travail, le travail de l'ordre, de l'association, de faciliter un peu ce travail-là en effectuant des pamphlets informatifs. Puis il y a beaucoup de travail qui est effectué à ce niveau-là, mais on va continuer. Là. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous